Dans le MAC de la Santé aujourd'hui, on est ravis d'accueillir une survivante. Et cette survivante, c'est vous, Grace Wenboloa. Bonjour. Bonjour. Vous avez survécu à un incendie à l'âge de 4 ans qui vous a coûté vos 2 jambes, mais vous êtes devenue championne de basket, créatrice de contenu, vous faites de la sensibilisation sur les réseaux et on raconte votre histoire tous ensemble. Bonjour à tous, bienvenue au MAC de la Santé. Je suis ravi de vous accueillir pour une heure d'émission dans la joie, la bonne humeur, les conseils, la santé, le bien-être, les questions que Rime vous... Qu'est-ce que vous faites, Rime? Bonjour. C'est dur de rester Qu'est-ce qui vous sérieux. arrive avec vos yeux là? Je faisais mon petit yoga des yeux. Le yoga des Et yeux. oui, figurez-vous que c'est une technique, voilà, pour détendre les yeux. Mais François, notre téléspectateur, aimerait même savoir si ça soigne des pathologies. Alors Donnel, vous regardez... Non, on a abandonné l'émission. Là, maintenant, on part sur... Moi, je vais faire du yoga aussi des mains. C'est du mime, ça. Wow, oh, bravo. Impressionnant. C'était votre meilleur de l'année. Je vais payer en mime. Raphaël Lemeau, bonjour. On va décrypter une glace industrielle de marque et qui semble plutôt très bonne. Qui sont plutôt bien, mais en fait, qu'on va vraiment regarder à l'intérieur, on va se dire, mais c'est juste pas possible de nous vendre ça et d'acheter ça, en fait. Voilà. Le MAC de la Santé, c'est également du reportage. Et dans notre série Le Pouls de la France, retour sur l'un des épisodes les plus dramatiques de l'histoire de la ville de Marseille, où près de la moitié de la population a été décimée au XVIIIe siècle par la peste. Dans notre dossier du jour, nous allons nous intéresser à la transpiration. À partir de quand parle-t-on de transpiration excessive? Est-ce que les antitranspirants sont vraiment efficaces? Et puis tiens, quel type de déodorant acheter au quotidien? Les réponses à ces questions avec un médecin dermatologue. Mais tout de suite, on accueille notre invité du jour. Et aujourd'hui, on reçoit une femme au parcours absolument bouleversant et profondément inspirant. Même si elle n'aime pas ce mot, elle préfère qu'on la qualifie de survivante. Et cette survivante, c'est vous, Grace Wenboloa. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, à 4 ans, vous survivez à un incendie criminel qui vous enlève votre maman, votre petit frère, mais également vos 2 jambes. Aujourd'hui, vous êtes athlète de haut niveau en basket fauteuil, créatrice de contenu, et vous avez décidé de transformer votre histoire. Et cette histoire, elle débute à l'âge de 4 ans, lors de cet incendie, dont vous avez encore des souvenirs précis. Vous étiez dans le salon et vous avez décidé tous ensemble de dormir avec votre maman, votre petit frère. Et là, elle sent une odeur un peu particulière. Oui, c'est ça. Donc, on était au salon, on avait décidé de dormir tous ensemble ce soir-là. Et ma mère a senti une odeur de fumée. Donc, elle a regardé s'il n'y avait pas un câble qui avait sauté dans la cuisine ou quoi que ce soit. Elle a également réveillé notre voisine pour lui demander si elle sentait une odeur de fumée. Elle en sentait une, mais elle a dit que sa fenêtre était ouverte. Donc, à ce moment-là, elle pensait que l'odeur de fumée venait de dehors. Et donc, du coup, ma mère s'est rendormie avec mon petit frère. Moi, pas. Et j'ai vu de la lumière sous la porte du salon. C'est là que tout bascule. Et c'est là que tout bascule. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand vous voyez cette lumière sous la porte? Je vois la lumière, j'entends des bruits aussi dans les escaliers, mais je me dis que c'est peut-être des personnes qui rentrent chez elles, donc je ne pense pas à grand-chose. Et peu de temps après, la porte s'effondre et les flammes rentrent dans l'appartement. Et du coup, les flammes rentrent dans l'appartement, elles s'avancent vers là où on est en train de dormir. Moi, je prends peur, donc je vais me réfugier à un endroit de la pièce où il n'y avait pas encore les flammes. Et puis, au moment où les flammes arrivent à mon niveau, là, je me dis qu'il faut que j'aille réveiller ma mère et mon petit frère. Du coup, je traverse les flammes, je marche à travers les flammes, et j'essaye de les réveiller, ils ne se réveillent pas. Et ensuite, j'essaye de retourner à l'endroit où j'étais et je perds connaissance. Je perds connaissance et je me réveille parce que j'entends le pompier rentrer dans l'appartement. Je me souviens avoir peur de lui. Et il m'a pris et les escaliers menaçaient de s'effondrer. Donc on est sorti par la grande échelle, par la fenêtre. Et ils m'ont fait des premiers soins dehors. Vous gardez un souvenir très intact d'un événement qui s'est passé quand vous aviez 4 ans. C'est la mémoire traumatique, c'est que vous vous souvenez précisément, vous visualisez ou pas les images, ou c'est dans votre tête, ça se passe comment? Pour moi, c'est comme si ça s'est passé hier. Donc après, il faut savoir que je suis restée dans l'incendie pendant 3 heures et que là, je vous résume mon récit en 2 minutes. Donc il y a sans doute des choses que j'ai oubliées ou peut-être même occultées. Mais c'est vrai que moi, les médecins m'ont expliqué que j'aurais pu tout oublier ou me souvenir, et dans mon cas, je me souviens d'eux.
Vous passez 3 mois dans le coma et à votre réveil, il y a cette double réalité très difficile à vivre. Vous avez survécu, mais vous comprenez également ce que vous avez perdu. À ce moment-là, votre père vous explique que votre maman et votre frère sont décédés et vous vous rendez compte que vous avez que 4 ans. Vous arrivez à comprendre ça à ce moment-là? Quand je me réveille du coma, j'ai 5 ans. Je réalise pas que j'ai été dans le coma pendant aussi longtemps. J'ai l'impression que tout ce qui s'est passé, c'était la veille, en fait. Donc, tout est hyper frais. Et forcément, je lui demande directement à mon père où est maman et où est Timmy, mon petit frère. Et il n'arrive pas à m'expliquer, donc il pleure. Et ensuite, il essaye de m'expliquer qu'ils sont au ciel. La mort à 5 ans, c'est un concept très abstrait et compliqué à comprendre. Et à ce moment-là, je lui dis que j'ai très mal aux jambes. Et il pleure et il appelle une infirmière. Et l'infirmière vient dans la chambre, elle soulève le drap et elle m'explique que j'ai plus mes 2 jambes. Physiquement, il y a eu des années d'opérations jusqu'à vos 12-13 ans avec des greffes de peau. Alors on ne se rend pas compte, mais grandir avec des greffes de peau, ça veut dire repasser très régulièrement au bloc opératoire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, surtout, en fait, j'ai eu beaucoup de greffes au niveau des jambes. Et donc, du coup, quand la peau est greffée et que la croissance se fait en parallèle, la peau n'est pas suffisamment élastique. Donc, on est obligé de recouper mon os au niveau des jambes. Et donc, du coup, on repasse par des greffes pour la cicatrisation. Comment on vit ça quand on est un enfant qui est en train de se construire et que vous faites des allers-retours, l'hôpital, les hospitalisations, les opérations? Vous diriez que vous avez une enfance, c'est maladroit ce que je veux dire, hein, mais normale malgré tout? J'ai pas du tout eu une enfance ordinaire parce que c'est vrai que les rares moments de calme où j'arrivais un petit peu à me reconstruire, à avoir une vie de petite fille ordinaire, entre guillemets, à aller à l'école, etc., ils étaient interrompus par le fait que finalement je doive retourner à l'hôpital, l'adaptation avec les prothèses qui doit se refaire, réapprendre à marcher, etc. Je pense aussi que j'ai grandi peut-être un peu plus rapidement que la moyenne. J'entendais beaucoup de termes médicaux, je savais ce que c'était une greffe à 5 ans, 6 ans, etc. Et c'était pas nécessairement facile, mais j'ai été bien entourée quand même. Et émotionnellement, psychologiquement, est-ce que là aussi vous avez été bien entourée? Comment vous avez vécu votre reconstruction? Ça a été très compliqué les 2 premières années, c'est-à-dire que, mis à part mon père, je ne voulais pas trop parler, donc je ne parlais pas trop. J'ai été suivie par une psychiatre en centre de rééducation à ma sortie de l'hôpital, à qui je refusais de parler. Et à mes 6 ans, il y a une psychologue qui était géniale, qui me faisait jouer en même temps de la séance. Et du coup, je ne me rendais pas compte qu'on était en train de faire un vrai travail sur moi. Donc à partir de là, je suis redevenue un petit peu la petite fille solaire que j'étais avant l'accident. Vous portez des prothèses lorsque vous êtes enfant. Vous arrivez assez facilement à vous adapter aux prothèses d'un point de vue physique, à retrouver de la marche. Mais ce qui a été plus difficile, c'est le regard des autres, plus que les prothèses en tant que telles? Oui, le regard des autres, il a été très compliqué parce que les enfants, au primaire, je trouve qu'ils sont très curieux. Ils n'étaient pas spécialement méchants, mais très curieux. Et le fait qu'ils me posent des questions, ça me renvoyait justement à l'accident qui était encore très frais, dont je n'étais pas encore confortable de parler. Et c'est vrai qu'après, à l'école, je me suis fait mon petit noyau, tout le monde me connaissait, etc. Mais le week-end, aller dans un parc où personne ne me connaissait avec des enfants, c'était quelque chose qui m'angoissait beaucoup et que je n'avais pas envie de faire. Ça, c'est étant petite, mais aujourd'hui, je peux me permettre de dire, vous avez des prothèses, c'est maladroit, mais elles sont magnifiques. Merci. Parce qu'elles sont trop stylées, mais oui. Merci Et vous les beaucoup. montrez, vous êtes en jupe, alors vous êtes libre de vous habiller comme vous voulez, mais vous auriez pu porter un pantalon, dire non, je ne veux pas qu'on voit mes prothèses, mais je ne sais pas si on va les voir peut-être à l'écran. Elles sont grave stylées. Je ne sais pas si on peut dire stylées, mais... Si, on peut dire stylé. C'est génial qu'on dise stylé. Honnêtement, c'est une super belle revanche pour moi parce que je ne pensais jamais avoir le courage de porter des prothèses apparentes. Et je me suis dit, sors de ta zone de confort, fais des prothèses dorées. Et aujourd'hui, je reçois beaucoup de compliments sur mes réseaux sociaux et dans la rue. Et il y a beaucoup de gens qui me disent, tu arrives à rendre des prothèses stylées. Et c'est vrai que de me dire que j'arrive à rendre un outil médical comme un accessoire de mode, c'est incroyable. Ouais, et moi, ça m'interpelle parce que, sans vous connaître, j'avais vu vos stories. Ah ok, Des trop fois, bien. je regarde sur Instagram et je suis tombé sur vos stories et je me suis dit, waouh, c'est trop stylé. Elle est trop belle, trop stylée, trop votre combat. Et moi, ça m'a vraiment ému. J'ai une question. Est-ce que, malgré tout ça, parce que vous me semblez quand même très solaire, très joyeuse, est-ce qu'à un moment, on arrive vraiment à oublier, rire et avoir une vie vraiment dans la joie ou non? Ça n'arrive jamais. Honnêtement, ça fait des années que je me suis pas réveillée en pleurs comme peu d'années après l'accident où je me dis waouh, ma vie elle est compliquée. Je pense que
il y a un proverbe qui dit « l'enfer, c'est les autres ». Et c'est vrai, c'est plus les autres qui peuvent me rappeler le fait que je suis différente. Mais je trouve qu'on est dans une ère où le monde s'ouvre beaucoup à la différence. Et les réactions que j'ai par rapport à ma différence, elles sont hyper positives. Et honnêtement, je suis hyper épanouie dans ma vie et j'en suis ravie parce que 25 ans en arrière, je ne me serais jamais imaginée être aussi heureuse qu'aujourd'hui. D'autant que vous avez découvert le basket fauteuil un peu par hasard. Au lycée, il fallait faire un sport. Vous y allez, pas très convaincu. Vous êtes repéré. On vous dit, tiens, il va falloir faire des détections. L'équipe de France Espoir. Vous avez participé aux Jeux paralympiques à Rio en 2016. Et c'est vous qu'on a vu notamment là en photo. Vous faites également un travail de sensibilisation sur ce qu'on appelle le handicap invisible. Parce que c'est vrai que si on vous voit habillée, couverte, en jean, on ne se rend pas compte que vous êtes en situation potentiellement de handicap. Oui, c'est ça. En fait, ce travail de sensibilisation, il est vraiment arrivé par hasard. Mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours, je ne suis pas forcément en robe ou en jupe. Et donc, les gens ne savent pas que j'ai un handicap. Et quand je me rends dans les caisses prioritaires ou que je me gare sur une place handicapée, j'ai souvent des interactions pas hyper sympas. Et du coup, j'ai décidé de les raconter sur les réseaux sociaux et je me suis rendu compte, en fait, à travers mes différents témoignages, qu'on est énormément concernés par ce genre d'interaction. Et je tiens à rappeler que 80% des personnes en situation de handicap ont un handicap invisible. Aujourd'hui, vous allez comment ? Très bien. Franchement, vous êtes solaire, vous êtes magnifique. Vraiment, c'est un plaisir de vous avoir reçu. Beaucoup. Vraiment, merci beaucoup, Grace. Merci de m'avoir reçu. Je vous souhaite une vie longue et heureuse et paisible comme vous le méritez. Merci beaucoup. On part maintenant au large de Brest, sur l'île Longue, un site militaire ultra protégé. C'est l'une des 3 bases navales de la marine française. Nous avons suivi un médecin qui travaille dans un sous-marin nucléaire. Portrait de ce médecin hors du commun avec Clément Tournigan, Adèle Lecanu, Nathalie Vincenti. Voici le Terrible, l'un des 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de la flotte française. Dans ce colosse de métal, 16 missiles nucléaires, 110 marins, et pour les soigner, Sébastien, le seul médecin à bord. Et dans cet environnement où chaque centimètre est exploité, l'infirmerie est adaptée à tout type de situation. Dans notre pièce principale, on a une table, donc dessous, comme vous voyez, il y a une table de bloc opératoire. Ça nous sert aussi de fauteuil dentaire et de lit d'examen de médecine générale en cas de consultation classique. On a du matériel pour l'anesthésie. En bas, on a une valise dentaire et on a des pouces-seringues aussi pour l'anesthésie et pour les soins d'urgence. C'est du matériel qu'on doit avoir en cas de besoin, mais qu'on espère ne jamais utiliser. Ophtalmologie, chirurgie dentaire, anesthésie. Pour se préparer à de longs mois en mer, le médecin s'est formé dans plus d'une dizaine de services hospitaliers. Au exercice, alarme, un blessé au SP2, l'équipe médicale a rallié le SP2. Aujourd'hui, le médecin et l'infirmier sont mis à l'épreuve. L'équipe médicale a rallié le SP2. L'équipe traverse au plus vite le sous-marin pour cet entraînement plus vrai que nature. Donc je descends, vous me passez le matériel. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis tombé dans l'échappée là. Tu sens là quand je touche des deux côtés ? Ouais, ça va. Bon, il y a une belle déformation de la cheville droite. J'espère qu'il y a une fracture. Ouais, on va le scoper. On attend de mettre les antalgiques avant de retirer la chaussure. On va vous soulager, d'accord ? On va vous mettre les antalgiques. T'arrives à bouger les orteils ? Les orteils bougent, ouais. Ok. La difficulté de cette prise en charge, c'est l'exiguïté du local, la difficulté de prendre en charge quelqu'un sur le plan de la douleur. Puis ensuite, ça va être de l'extraire par ce trou alors qu'il est incapable de bouger par lui-même et de monter une échelle. Tout le cadre est accidentogène, on peut se cogner la tête partout, on peut glisser, tomber, et il y a des échappées partout et des trous. C'est source de blessures traumatiques assez facilement. Pour remonter le blessé par la trappe, Vous êtes prêts ? Prêt. 6 autres membres d'équipage sont venus en renfort. Doucement. Bon, et là, top. Du bon. Une fois hissé, il est placé sur un brancard très étroit, car un nouveau défi attend les militaires. Se frayer un chemin jusqu'à l'infirmerie dans des couloirs exigus, le tout avec précaution. Ça passe ? L'équipe de brancardiers, c'est une équipe de l'intendance, donc ils sont généralement cuisiniers, maîtres d'hôtel, boulangers. C'est une fonction annexe qu'ils ont en plus par des marins-pompiers, permet d'avoir cette fonction de brancardier à bord. L'équipe médicale réalise une radiographie pour s'assurer du diagnostic. Mais à bord, la prise en charge de certains traumatismes est limitée. S'il y a besoin d'un traitement chirurgical qu'on ne pourra pas lui fournir, ce sera 2 mois d'immobilisation. Et au retour de patrouille, on l'enverra voir le chirurgien orthopédiste.
Ces patrouilles durent parfois plus de 100 jours. 100 jours pendant lesquels les marins ne savent pas où ils se trouvent sur le globe et peuvent avoir besoin d'un soutien psychologique. La porte de l'infirmerie est tout le temps ouverte pour tout l'équipage et donc ça nous permet d'être un relais ou un tiers des problèmes psychologiques, des problèmes aussi de la baisse de morale qu'il peut y avoir en étant éloigné de sa famille ou des siens pendant plusieurs semaines. Sébastien passe près de la moitié de l'année à bord de ce sous-marin. Et pour élargir encore ses compétences, il fera bientôt un stage dans un service de chirurgie orthopédique. Eh bien, vraiment impressionnant. Dans quelques instants, dans notre dossier du jour, nous allons nous intéresser à la transpiration. Pourquoi parfois elle sent mauvais ou pourquoi certaines personnes transpirent beaucoup. Les explications avec le docteur Hervé Maillard, il est médecin dermatologue. Dans la série Le Pouls à France, nous reviendrons sur l'histoire de la peste qui a décimé près de la moitié de la population marseillaise au XVIIIe siècle. De l'humour avec Donald Jacksman et sa carte blanche, vous avez l'habitude. Décryptage d'une glace industrielle avec Raphaël Aumont, qui va ensuite nous proposer une alternative, vous allez voir, très simple, et une alternative même acceptée industrielle. Nous répondrons à la question de François, un téléspectateur qui aimerait connaître les bienfaits d'un yoga un peu particulier, le yoga des yeux. Alors je dois vous avouer que je ne sais pas du tout vers quoi on va, mais en tout cas c'est Rim qui va lui répondre dans un instant. Et il est temps de retrouver justement nos chroniqueurs. Et Donnel, c'est à vous pour votre dernière chronique. Eh oui, c'est ma dernière chronique de la saison. Donc, ça y est, quoi. Maintenant, en direction des vacances. Ah oui. Bon, après, avec ce qu'on gagne ici, on va pas aller loin. Hein, vraiment. Pour nous, même Roubaix, c'est trop cher. Même Roubaix, c'est du luxe, quoi. Donc, en tout cas, j'aimerais, pour la dernière, être un peu sérieux, remercier toutes les équipes qui m'ont adopté dans l'émission. J'aimerais penser les techniciens, ceux qui sont derrière, Rudy, le producteur, le seul mec qui se lève à 6h pour faire du sport. C'est vrai. Vraiment, donc soit il aime la santé, soit c'est un tueur en série. Si jamais quelqu'un disparaît près de chez vous, contactez Rudy, tu vois. Et je dois vous avouer que je suis content d'être là parce qu'au début, je ne vais pas mentir, au début, je jugeais un peu l'émission. Quand on m'appelait, je me suis dit, c'est une émission de ringard, ça doit être entre les chiffres et les lettres et le télé-shopping. Donc, j'étais pas vraiment. Et c'est faux, parce qu'on s'amuse bien ici. C'est une bonne ambiance. Il y a Jimmy qui nous rappelle que tout ce qu'on mange, c'est de la merde. Il y a Raphaël Aumont, lui, carrément, il nous explique pas. Il va carrément nous montrer que c'est de la merde. Et c'est la seule émission, tu sais, quand tu la regardes, tu as des doutes, tu pars avec des névroses. Il y a vraiment des émissions en télé, quand tu regardes les paroles avec Nagui, tu as envie de chanter. Nous, tu regardes, après, tu as envie de faire un check-up complet. C'est pas normal, cette émission, tu vois. Vraiment. Et il y a Rim que j'aime beaucoup, Rim qui est solaire. Rim, vous êtes ma préférée parce que vous êtes gentille, vous êtes solaire, vous êtes bienveillante. Vous recevez des questions parfois nulles. Oh là là. Vraiment. Mais non, mais tellement, Rim, vous êtes gentil, vous prenez le temps de répondre avec bien. Vous ne jugez jamais. Il y a des gens, Rim, j'ai acheté un savon. Est-ce qu'il fait grandir? Est-ce qu'il repousse les cheveux? Est-ce qu'il a grandi le pénis? Oh là 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 là. Mais Rim, elle reste trop bien. Elle est là, elle fait non, vraiment. Moi, je serais là, mais comment tu as survécu encore à ton âge? Est-ce que tu as le droit de voter? Et moi, je suis comme vraiment, j'aime le public. Parce que grâce à vous, beaucoup viennent dans mes salles. Par contre, j'aimerais vous dire, je ne m'appelle pas Daniel, je ne m'appelle pas Lionel et je ne m'appelle pas Donald. Je sais que vous êtes vieux et en fin de vie, mais faites un effort. Non, vraiment. L'autre fois, Jimmy, il y a une dame qui m'a interpellé dans la rue, elle me dit j'adore ce que vous faites, je vois au magazine de la santé, on peut prendre une photo. Je fais super, on prend une photo. Elle part, c'est pas, elle dit au revoir à Metsila. Elle dit ça. Et j'aurais voulu être là le jour où elle a montré la photo à ses amis. Pour dire, regardez, je suis avec un médecin là. Il y en a qui a dû dire, pas du tout, c'est Omar Sy. C'est comme ça, tu vois, c'est ambiant. Donc, en tout cas, vraiment, j'aimerais vous dire merci pour tout ça. Et même si je me fais tacler par les fans, parce que moi, je les tacle et ils me taclent. L'autre fois, j'ai fait un sketch sur les comment ça s'appelle, films d'horreur, vous vous rappelez? Oui. Et ben, il y a un spectateur qui m'a taclé, il m'a dit super Donnel, t'as vu un film d'horreur, t'as eu peur, pardon, mais c'est la bonne émotion quand on voit un film d'horreur. Est-ce que tu veux une médaille Einstein? J'ai trouvé ça violent. J'ai trouvé ça violent, mais j'ai trouvé ça pertinent. Il a raison, parce qu'en fait, quand on regarde un film d'horreur, la vraie émotion, c'est la peur. Moi, je savais pas. C'est la peur. Ce qui serait bizarre, c'est l'excitation. Tu regardes un film d'horreur, petite érection, là, Rudy, érection, massacration sur maison. Ça, c'est bizarre. Ce serait bizarre, comme tu sais, quand on s'embrasse, dernière chronique, dans dernier fait santé. Vous savez pourquoi, quand on s'embrasse, on ferme les yeux? Ah non, c'est vrai, oui. C'est trop proche, c'est trop intime, non? Parce que si on ouvrait les yeux, on serait chelou. On serait comme ça. Et certains disent que si on ferme les yeux quand on s'embrasse, quand on rêve ou quand on prie, c'est parce que les plus belles choses de ce monde ne se voient pas avec les yeux, mais avec le cœur. Oh là là. Bonnes vacances. On a presque envie de vous faire un câlin. Oh, merci. On
était trop contente. Enfin, moi, j'étais trop contente de vous avoir toute la Un saison. peu comme sortir de prison, ça m'a fait du bien d'être là, vraiment. Parce que... Oui, bah, il part en vacances, c'est vrai, il n'a pas à disparaître non plus. Ah non, je sais, mais juste, voilà, il a, Ça va. il Mais a parfois, aimé être on là. se dit et qu'on moi, s'aime, j'aimais, Jimmy. voilà. Non, mais C'est vrai, des fois on se dit qu'on romantique. s'aime. Mais des Merci vacances nous beaucoup. font parfois du bien aussi. Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup, Daniel. En tout cas, c'est un vrai plaisir partagé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et tout de suite, on retrouve Rim qui répond à toutes vos questions. Mais avant ça, on a reçu la question de Billy qui nous demande pourquoi est-ce qu'il transpire, surtout au niveau de la tête. Eh bien, nous y répondrons dans quelques instants dans notre dossier du jour consacré à la transpiration. Rim, vous allez répondre à la question très sérieuse de François, Ouais. même si elle est un peu particulière. Absolument. Il nous dit, je voudrais connaître les bienfaits du yoga des yeux sur la santé oculaire. Est-ce qu'il a un effet sur la tension oculaire ou le glaucome? Passionnant, Donnel. Super, vraiment, On est moi, d'accord. ça m'intéresse. C'est mieux que le cerveau, quand même. Alors, la dernière fois, on avait testé le tapis de yoga, puisqu'à chaque fois, on teste quelque chose. Et cette fois, on va tester donc ensemble, si vous êtes OK, le yoga des yeux. Donc, c'est quoi? C'est toute une série d'exercices pour faire travailler nos yeux. Ça aurait été développé par un ophtalmologue en s'inspirant de l'Ayurveda, qui est une tradition médicale indienne. Et en gros, vous faites bouger vos yeux un peu dans tous les sens, en haut, en bas, sur le côté. Et vous voyez, sur les réseaux, beaucoup de personnes font ces exercices et nous font les démonstrations. Ah, on aura tout fait au magazine de la santé. Et on y va, on va faire des exercices ensemble. Allez, trop bien. Alors, on commence par le premier exercice, ça s'appelle le palming, comme les paumes de la main en anglais. Si vous voulez bien, on va frotter nos mains les unes contre les autres et vous allez sentir une chaleur. Quand c'est assez chaud, vous allez poser tout simplement vos mains sur les yeux et respirer tranquillement. Voilà. Est-ce que déjà, ça vous détend un peu les yeux, messieurs? Non. Oh, Raphaël. C'est Parce que ça calme, en fait. Bah oui, c'est pour ça calme, voilà. calme. C'est vrai. Donc c'est bon, vous pouvez, ça y est. vous pouvez revenir. Super. Oh, C'était bien. Attendez, non. Là, c'est bon. là, normalement, J'avais vous un êtes- down, mais là... vous êtes un peu détendu et on va faire le deuxième exercice qui consiste à faire des cercles avec les yeux. On va faire 5 cercles dans un sens. Allez, on Donc on y fait quoi? On tourne va. les yeux en l'air là? Oui, vous faites bien le tour 5 fois en faisant des grands mouvements des yeux. C'est important. Hein. On va avoir l'air stupide. Voilà, bon, certes. Allez, on peut passer à l'autre côté. Ça fait ça bien. Voilà, on respire en même temps. Après, quand on louche, c'est plus simple. Ouais, c'est plus sympa. Alors. de toucher, non? Ça vous fait bizarre, quoi? C'est pas Bon, très agréable. Pas très agréable, non? Ah Vous non, vous sentez pas ça plus commence. détendu? Non, c'est pas très agréable. Pour le coup, c'est très C'est une cool. vanne ou c'est vrai cette chronique? Je préfère doucher, moi. hein. Non, c'est vrai de vrai. Vous allez pouvoir faire des cercles, aller de droite à gauche. Mais je pense que les lumières ne nous aident Ouais, pas. c'est vrai. Parce Ah que oui, là. normalement, c'est censé C'est détendre censé un peu. reposer? Ouais, là, Oui. Est-ce qu'il y aurait des bienfaits à cette technique un peu particulière? Oui, alors j'ai posé la question à une ophtalmologue, docteur Violaine Alou. Elle devait être ravie de l'appel. Hein. Ah, docteur, je vous interromps entre 2 blocs opératoires. J'ai une question sur le yoga oculaire. Ils sont trop sympas, nos médecins. pour. Eh bien, le yoga des yeux, il détend un petit peu. Il a un petit effet relaxant. Pourquoi? Parce que ça détend les muscles qui sont autour des yeux avec tous ces mouvements. Ça peut soulager un peu la fatigue visuelle quand on a passé beaucoup de temps, notamment sur l'ordinateur. Et enfin, c'est pas mal pour la lubrification de l'œil, notamment les exercices où on cligne des yeux. En revanche, attention, ça répond à la question de François qui était très sérieuse. Ouais. Ça ne soigne pas de pathologie. Il nous demandait si ça pouvait aider en cas de glaucome. Non, alors pas du oui. tout. Ni glaucome, ni tension oculaire. Ça, ce sont des mentions du vraies pénis. pathologies. Et c'est pas du tout le yoga des yeux qui va aider. Voilà, là, clairement, pas d'effet. Pardon, c'est les Donc, c'est remarques. Raphaël. Vous dites quoi, Raphaël? Mais c'est à Pas cause dans de le Donnel. pénis. Il est Pas resté d'allongement. dessus. à cause de Il Donnel. cherche le savon. Pas d'allongement du Moi, je suis pénis. resté sur ton savon. Oui, mais vous n'étiez pas obligé d'en venir sur le Bah pénis. oui, je sais pas pourquoi. Non, pas d'allongement du Rassurez-moi, pénis. c'est gratuit. Ah bah oui, c'est gratuit, Du effectivement. yoga, on Après, paye pas. il y a des cours de yoga des yeux, il y a des coachs. Ouais, voilà. Bon, alors, pas d'effet donc sur la tension des yeux, le glaucome, pas non plus sur la myopie, la presbytie, tout ça. Non, il faut aller voir un ophtalmo. Alors, on termine avec quelques conseils validés par la science pour prendre soin de nos yeux. Oui, absolument. Donc, on les protège du soleil avec notamment les lunettes de soleil. On évite le tabac et on fait des pauses sans écran. Il y a un dernier exercice que je voulais faire avec vous. Allez. Regardez de près, puis regardez très loin. De près, très loin, louchez, tournez la tête vers l'arrière. Non, là, j'exagère. Là, je vous ai bien eu. Ah, vous êtes comme ça, vous êtes pas occupé à rien. Ah, je me sens. Ah là. Moi, je peux être aussi taquine, je ne suis pas que gentille. On a mis toute notre confiance en elle. Et elle l'a détruite. Vous avez pris les étoiles dans les yeux et vous les jetez comme ça. Ah ouais, c'est comme le jour où on m'a dit que le Père Noël n'existait pas. Bah là, c'est. Non, non. Bon, bah mais- merci beaucoup, Rim.
Bon bah, Il était là, nous. Arrêtez, je culpabilise. Non, mais Bon, c'est bah. vrai, c'est censé être un peu agréable, mais ça remplace pas un médecin, on est d'accord. Bon, bah. C'est pas de la rééducation des yeux, par Ça contre. ressemble à ce que font Ouais, les d'accord. orthoptistes, mais Orthoptistes, beaucoup ouais. plus encadré avec les D'accord, bon, orthoptistes. Je pense qu'on en a assez fait sur le yoga du rire. Je vous propose du yoga des yeux, parce qu'on a ri également. Je vous propose de prendre le pouls de la France désormais. Saviez-vous qu'une épidémie de peste avait marqué la ville de Marseille au XVIIIe siècle? Elle a décimé près de la moitié de la population, faisant près de 40 000 victimes. Retour sur l'un des épisodes les plus dramatiques de l'histoire de la ville avec Seth Idali, Julien Nativel et Maureen Marion. Embrassant la Méditerranée, Marseille n'a jamais cessé de brasser tout au long de son histoire les hommes, les cultures, les marchandises, mais aussi les maladies. Nous sommes en 1720. La peste frappe la cité. Une puissance dévastatrice à l'image de cette œuvre hors norme. Au pic de l'épidémie, 1000 Marseillais meurent chaque jour, les cadavres inondent les rues. On est à la fin du mois d'août et il y a eu tellement de morts dans la ville qu'il n'y a plus personne pour enterrer les corps qui sont laissés abandonnés dans la rue. On est frappé par la violence des scènes représentées, très crues, qui nous semblent très, très réelles, de ces cadavres descendus des fenêtres, de ces chariots de corps qui se renversent. La ville, ce n'est plus la ville des vivants, c'est la ville des morts. Cette scène apocalyptique, on la doit au peintre catalan Michel Serres, qui en a été le témoin direct. Le voici probablement représenté, au milieu des pestiférés. Voilà plusieurs jours que les corps sont putréfiés par le soleil. Il est urgent de les évacuer. La ville n'a pas d'autre solution que de recourir à une main-d'œuvre forcée. Reconnaissables à leurs vêtements rouges, ce sont les forçats des galères. On va leur donner cette tâche terrible de ramasser tous les corps, et la masse des corps est telle qu'il faut les mettre donc dans des charrettes qui vont les évacuer et ils vont être jetés dans des fosses communes à la sortie de la ville avec de la chaux versée sur les corps pour restreindre la diffusion de l'épidémie. L'histoire aime les héros, et il est un homme qui s'est illustré par son courage. L'intrépide évêque de Marseille est ici représenté au chevet des pestiférés. Cette avenue portera plus tard son nom, Belzunce. Ceux qui avaient la possibilité ont fui, et lui, il est resté au cœur de la ville. Il conforte les malades, il donne extrême onction aux mourants. Donc dès 1720, il est considéré comme une grande figure, très appréciée et très aimée de la population. Cette malédiction qui frappe Marseille vient en réalité de la mer. Le Grand Saint-Antoine est un navire de commerce. Il revient des pays du Levant. Dans ses cales, il transporte des étoffes précieuses, mais elles sont infestées de puces porteuses du bacille de la peste. Une fois débarqué sur Terre, la maladie se répand et devient incontrôlable. Michel Rubirola est médecin de santé publique et féru de cette page mémorable de la ville. Une puce piquait un, piquait l'autre, puis après la personne qui était infectée se mettait à tousser allait contaminer d'autres, et puis après c'est exponentiel. Donc ça c'est ce qu'on appelait la peste pulmonaire. Et celle-là était dramatique parce qu'elle pouvait entraîner la mort très très rapidement. À cette époque, on ignorait tout de cette transmission par voie orale, mais on se doute qu'il faut garder ses distances. La médecine invente ses tiges pour soigner sans toucher. Des costumes couvrants, des masques intégraux. Certains disposent d'un bec dans lequel on plaçait des chiffons imbibés de vinaigre pour éviter de respirer l'air vicié. Finalement, ces masques qui ont été très populaires dans l'imaginaire, ces masques de médecins de peste, traduisent un certain bon sens et traduisent une façon de se protéger qui devait être somme toute assez efficace, sans quoi tous ces médecins seraient morts au contact de ces pestiférés. Dès 1720, Marseille est confinée, et ce pour 2 ans. Les malades placés en quarantaine, ces bulletins de circulation sont remis aux habitants en bonne santé. On n'a rien changé dans la prise en charge des épidémies. C'est dépister, l'isoler et le traiter, quand on peut le traiter. C'est ce qu'on a fait avec la Covid. Dépister,
Quand c'était positif, on isole et on traite. Malgré ces mesures sanitaires, la moitié de la population marseillaise a succombé. Ce fut la dernière grande peste de l'histoire de France. Raphaël, qui dit été dit glace, et là, on tombe sur une glace vanille, pécan, sauce caramel, beurre salé. Franchement, on a une belle image, moi je la trouve très alléchante. Et moi aussi, en tant que breton, je me suis dit, fabriqué en Bretagne, lait français, je me suis dit, ça va être génial. Jusqu'à ce qu'on lise l'étiquette, où là, on se rend compte que c'est pas si génial que ça. Alors, qu'est-ce qui pose problème? C'est quoi l'ingrédient qui vous embête pour commencer? Alors déjà, il y a beaucoup d'ingrédients, mais ça, c'est un plat qu'on appelle ultra transformé. Mais surtout, le premier ingrédient, je sais même pas si on peut appeler ça un ingrédient, c'est de l'air. De l'air? De l'air. Voilà, donc c'est pas écrit sur l'étiquette. Alors, pour vous en rendre compte, vous sous-pesez, là, vous voyez, c'est 490 grammes. C'est ce qui est marqué sur l'étiquette. Oui, ok. La barquette, là, je l'ai vidée, j'ai fait fondre la glace. La barquette fait 900 millilitres. Presque 1 litre. Et pourtant, attendez, quand j'ouvre la glace, tout est rempli. C'est pour ça qu'il y a de l'air. Il y a énormément d'air. D'accord. 490 grammes pour 900, donc ça veut dire qu'il y a presque 50% d'air. Donc là, j'ai la moitié de glace et la moitié d'air. Alors, pour vous montrer ça, je l'ai fait fondre, cette glace, au laboratoire. C'était très compliqué, d'ailleurs, on en reparlera des additifs, parce que ça veut pas... Enfin, il y a plein de mousse. Et voilà, en fait, le liquide. Donc, on va remplir... Devant vous, Jimmy, on va re-remplir cette barquette. Donc ce petit sac, c'est le contenu de la glace que vous avez fait fondre et récupérer en enlevant l'air. Exactement. Donc voilà, en fait, ce que vous achetez. 490 grammes de cette sauce. Et c'est ça qui est rendu comme ça, foisonné. On appelle ça foisonné. Voilà, la moitié, c'est plus de la moitié, c'est de l'air. On n'a que ça, finalement, de glace? Exactement. C'est ce qu'on appelle le foisonnement pour une glace. Alors, c'est normal qu'on mette de l'air dans une glace, hein, sinon on mangerait des glaçons. C'est ce qu'on appelle le foisonnement. Normalement, une crème glacée, c'est 25-30% d'air. Là, il y en a plus de 50. Surtout qu'on la paye assez cher. Et ça paye très cher. Donc, il y a beaucoup d'air. Oui. Ensuite, on imagine qu'il y a quand même moins de la vanille, du caramel, des noix de pécan. Alors, c'est ce qu'on annonce. Alors, noix de pécan, par exemple. Sur l'étiquette, vous lisez 1% de noix de pécan. Et 1% de noix de pécan, ça représente ça. Donc, sur 490 grammes, c'est 4,9 grammes. Donc là, vous avez récupéré tous les noix de pécan présents dans la glace. Exactement, comme je l'ai fait fondre. J'ai regardé dans une passoire et j'ai récupéré les noix de pécan. Donc là, on va les remettre pour reconstituer. On est quand même loin de la belle image. Alors, effectivement. Ouais. Voilà, donc là, on y va. Voilà, ça y est, c'est fini. Donc ça, c'est pour les noix de pécan. Il y a de la vanille? Il y a de la vanille, mais alors là, si vous lisez encore l'étiquette, c'est marqué vanille épuisée et broyée. Épuisée et broyée. Et quand elle est épuisée, on donne elle pas est fatiguée, la vanille. Elle est fatiguée. C'est pas elle qui va donner les arômes. Elle en peut plus, mais on l'a mis dans la glace. Exactement. Donc en fait, ça veut dire qu'elle n'a pas de goût. Et donc le goût, il vient d'un extrait de vanille. Donc on voit plein de petits points noirs. Donc on se dit, c'est gourmand, c'est de la vanille. Mais ça n'a pas de goût, en fait, les petits points noirs. Vous voyez, c'est de la gousse broyée. Ah oui, mais là, vous avez mis l'équivalent d'une pincée de sel. Ah bah oui, bien sûr. Bon, donc ça veut la vanille, ça va pas. Noix de pécan, on repasse. Il y a quand même du caramel au beurre salé. Alors, c'est marqué là encore sur l'étiquette, sauce caramel au beurre salé. On voit 12%, entre parenthèses, dont 1% de caramel au beurre salé. Mais attendez, 1% donc je ne comprends même pas la phrase, en fait. Ça veut dire qu'il y a 1% de caramel, et donc le reste, c'est un sirop de sucre qui est coloré. Alors voilà les colorants. Vous avez un colorant ici. Vous voyez ça, c'est un colorant. On va l'utiliser pour tout à l'heure. Ça, c'est un colorant qui est utilisé. Colorant noir, comme ça. OK. Et puis ça, c'est des caroténoïdes. Ça veut dire que c'est cette couleur un peu orangeâtre. Bon, 1% de notre pécan. Attendez, ouais. Ah, c'est pas fini. Ah bah non, parce que le beurre salé. Donc je me suis dit, en tant que breton, il est où ce beurre salé? L'étiquette, beurre salé, 0,1%. Là, c'est le record. Ça veut dire 0,49 grammes. Ouais, voilà ce que ça représente. C'est plus qu'une crotte de nez, quoi. Ouais, qui va servir pour faire, soi-disant, cette sauce caramel au beurre salé. Bon, c'est cata pour le noix de pécan, cata pour le caramel, la vanille, on passe à autre chose. En fait, il y a quoi dans cette glace? Eh ben, il y a quoi? Normalement, une crème glacée, c'est une base de crème anglaise, d'accord? Donc, c'est du lait, des œufs et tout ça. Bon, là, il n'y a pas d'œufs. Et donc, en fait, je vais vous la refaire devant vous, en gros, cette base. Donc, il vous faut de l'eau. Bon. Alors, on a déjà le colorant, vous voyez, ça démarre plutôt pas mal. Ensuite, il y a beaucoup de sucre. Quand même, un quart de la recette, c'est du sucre. Oh. Alors, sous forme de sucre en poudre. Et surtout, je vous l'ai fait avant en mélangeant du sirop de sucre. Voilà, il y a tout ça, hein. Voilà, ça, là, on c'est a la les base. quantités de... Là, c'est le sirop au total, ouais. Tout le sucre au total. Ok, on continue avec... énorme. Alors ensuite, on va mettre donc, du lait en poudre, parce qu'il a été réhydraté. De la crème, alors là, par contre, c'est de la vraie crème, c'est marqué 11%. Donc là, on peut rien dire là-dessus. Crème française, bon. Ensuite, vous avez du lactosérum. Donc ça veut dire, tout ça, ce sont des dérivés, en fait, de matières grasses et de matières laitières. De la matière grasse laitière. Voilà. Et vous mélangez tout ça et vous commencez à avoir une sorte de crème, vous voyez,
Alors on va jouer, on commence déjà à avoir presque la couleur. On va pouvoir rajouter un peu de colorant aussi, parce que ça c'était important, de se mettre un peu sur les colorants. On n'est pas trop loin, hein, même en termes de viscosité, ouais. c'est le sucre. Là, on va mettre les carottes, hop, pas trop. Regardez, il faudrait bricoler un peu, mais là, on est déjà pas trop mal. Hein. Et on rajoute des additifs. Et on va encore. rajouter plein d'additifs. Alors ça aussi, parce qu'il va falloir faire mousser, il faut rajouter de l'air, il faut rajouter ce gras, il faut que tout se mélange, il faut que ça reste longtemps. Donc, gomme de goire, gomme caroube, farine de caroube. Ensuite, des pectines, mais pectines au pluriel. Donc là, c'est assez opaque, on ne sait pas trop combien. Et beaucoup plus inquiétant et problématique, c'est ce fameux E471, mono et diglycéride d'acide gras. On obtient une glace industrielle catastrophique. Catastrophique. Y a rien qui va et on la paye souvent Il y a cher. rien- Alors que Et ça coûte très cher. on peut faire une alternative, non pas maison, parce qu'on va pas faire une glace maison. Non, voilà, on est d'accord. Franchement, sortir la sorbetière et tout, même si c'est très bien de se lancer, hein, mais on peut trouver, vous voyez, des glaces vanille avec très peu d'ingrédients, plutôt une vraie couleur. Donc ça, c'est très sympathique. Et par contre, ce que je vous propose, c'est vous mettez par exemple vous prenez des noisettes ou des amandes ici que vous avez juste caramélisées facilement, et vous faites vous-même votre sauce caramel au beurre salé. Vous voyez, c'est très très facile à faire. Et on a une glace. Bah, là, voilà, on personnalise quand même avec des toppings. Là, c'est quand même plus gourmand. On n'est pas sur 1 seul % de noix de. Voilà, là, c'est ben, quand même fait en 3 secondes. Et c'est très sympa. Merci beaucoup. Bah, Raphaël. avec bon été. On passe à notre dossier du jour. Près d'1 litre par jour, c'est la quantité de sueur que l'on produit en moyenne, mais par temps chaud ou lorsqu'on fait du sport, on peut facilement atteindre 2 litres par heure. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on transpire? Que se passe-t-il dans notre corps lorsque cette transpiration devient trop excessive? On répond à toutes ces questions avec notre spécialiste. Et nous sommes ravis d'accueillir le docteur Hervé Maillard, chef du service de dermatologie du centre hospitalier du Mans, et médecin dermatologue. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va parler de transpiration. J'ai l'impression qu'on ne transpire pas tous de la même manière. Certains, je ne sais pas, autour de vous, est-ce que vous avez le sentiment de beaucoup transpirer, Rim? Non, pas Pas trop. tant que ça. Raphaël? Un peu, ouais. Un peu. C'est vrai qu'il y a une variation. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui transpirent beaucoup et d'autres très peu. Il y a des variations individuelles? Il y a des variations individuelles. En fait, c'est génétiquement programmé. L'hyperhidrose est génétique. Donc, c'est la raison pour laquelle on va transpirer quand on va faire du sport, quand ça va bien. Mais les patients qui vont avoir cette prédisposition génétique vont avoir une hyperhidrose toute l'année, toute la journée, sauf la nuit. L'hyperhidrose, c'est le fait d'avoir une transpiration dite excessive. Excessive, tout à fait. Parce que la transpiration normale, en fait, elle est normale et est nécessaire au bon fonctionnement de l'organisme. En réalité, dans le cerveau, vous avez un thermostat qui régule la température corporelle. L'objectif, c'est d'avoir une température corporelle constante. Le problème, c'est que lorsqu'il fait très chaud, lorsque vous faites un exercice physique, votre température corporelle augmente et donc votre cerveau envoie un signal d'alarme. Un signal d'alarme aux glandes responsables de la transpiration, les glandes sudoripares, qui vont ensuite produire de la sueur. Cette sueur va s'évacuer au niveau de la peau et donc c'est comme ça qu'on va rafraîchir la température corporelle. Et puis parfois, il y a l'odeur. Il faut bien comprendre qu'on a 2 types de glandes. Les glandes dites écrines, que vous voyez en bleu, qui sont rattachées au niveau de la peau, et on les retrouve un peu partout sur le corps. Et on a des glandes dites apocrines, qui sont rattachées à un poil et qui vont être responsables de la transpiration, notamment au niveau des aisselles, de la tête ou encore du pubis. Ce qui veut donc dire que l'odeur vient de ces glandes ou pas forcément? C'est quoi? C'est à la puberté que les enfants, notamment les garçons, commencent à sentir un petit peu? Les filles aussi, quand même. Ah, ok. Effectivement, les glandes apocrines vont avoir du gras, en fait. Dans la sueur normale, on n'a pas beaucoup de gras. Mais avec ces glandes apocrines, on va avoir des graisses qui vont en fait s'oxyder et vont même permettre la pullulation microbienne. C'est ça qui donne l'odeur de la sueur. Donc c'est les bactéries qui donnent l'odeur de la sueur, Exactement. mais comme on n'a pas tous les mêmes bactéries, on n'a pas tous la même odeur. Exactement, et même on va parfois transformer nos bactéries normales avec nos déodorants. Ah oui. Ah oui, c'est-à-dire? Eh bien, nos déodorants qui ont pour but de Masquer l'odeur. masquer l'odeur, eh bien, vont permettre une acidité au niveau de la peau. Et cette acidité va permettre la pullulation d'autres microbes que les microbes normaux. Donc c'est pas une histoire de parfum, c'est pas comme si je mettais du parfum sous la peau, c'est que je modifie Je peux modifier effectivement la composition des bactéries à la surface de la tout à peau. fait. J'ai mis du déodorant pendant 38 ans et c'est la première fois que j'apprends ça. Alors, si vous avez mis du déodorant où Non, il y a pas pendant simplement 38 des parfums et sans hydroxyde d'alumine, eh bien, on n'a pas trop changé la colonisation bactérienne. J'ai pas du tout compris ce que vous m'avez dit. Quand on veut traiter la sueur, on veut en fait aspirer
les ions H+, de H2O. Ah oui. Et c'est ça le but des sels d'alumine. On va donc camoufler la sueur, donc aspirer l'eau tout simplement, mais en face de cela, on va avoir des ions H+, qui vont aller sur l'eau, sur la peau, pardon, et donc favoriser l'acidité. Donc un parfum, ok, on peut créer des allergies de contact, c'est tout ce qu'on peut faire. On ne va pas trop changer notre écologie cutanée. Contrairement aux déodorants, donc les attention à ce qu'on déodorants met. efficaces sur la transpiration peut changer notre écologie cutanée. Et alors, est-ce que dans l'alimentation, il y a des choses aussi qui font que la sueur sent différemment ou mauvais, on peut dire Alors, l'alimentation va avoir un impact quand on va avoir un trouble génétique. Les Fish-Odor syndrome, par exemple. Je ne sais pas si vous avez entendu Ah oui, on avait cela. consacré un reportage à une patiente qui est atteinte de cette maladie. On peut expliquer ce syndrome? Eh bien, on a un déficit enzymatique qui va faire qu'on va avoir une accumulation d'une protéine qui va donner une odeur de poisson pourri. Eh bien, si on mange du chou et des choses comme ça, eh bien, on va majorer cette accumulation protéique et dont l'odeur. Donald m'avait dit que vous sentez le Dior quand vous transpirez. Ouais, parce que je mets ça depuis longtemps. Mais j'ai une vraie question, parce que moi, par exemple, je suis sur scène, et par exemple, moi, dès que je mets par exemple, un t-shirt, dès qu'il y a des lumières, tout de suite, moi, je transpire beaucoup. Et j'ai d'autres potes qui peuvent monter sur scène avec des blousons, des capuches, et il n'y a pas une goutte de sueur. Comment ça s'explique, ça? Là encore, c'est génétiquement programmé. On a tous, sur les tatamis, des choses comme... Moi, j'ai un copain où, effectivement, on a des flaques d'eau. C'est génétiquement programmé. En dehors du sport, il n'a pas d'hyperhidrose. Mais là, pareil, on va suer de façon différente grâce à nos gènes. Donc c'est pas forcément une question de stress. On pourrait imaginer qu'un artiste soit stressé sur scène et qu'il transpire et que c'est vraiment quelque chose de génétiquement... C'est le sport ou la chaleur où on va avoir une production plus importante. On peut le breaker, ça, ou pas? Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut le traiter, ça? Oui, tout à fait. Il y a un médicament qui permettrait, pour vous, par exemple, de diminuer cette production de sueur. Pas vraiment, je parle pour les autres. C'est pas grave, c'est pas vraiment que pour moi. Un médicament? Oui, c'est un anticholinergique qui va aller sur les récepteurs des glandes sudoripares, d'ailleurs qui est proposé pour l'hyperhidrose, mais certains qui sont très gênés par une hypersudation pendant le sport ou autre, peuvent prendre ce type de médicament pour diminuer cette sueur. Donnez-le-moi, mais c'est pas pour moi, mais quand même je vais... Oh, vous arrangerez tout à l'heure avec une petite ordonnance. Quand les traitements antitranspirants vendus en pharmacie ne suffisent pas, il existe d'autres solutions, notamment la ionophorèse. Alors, qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne? C'est ce que vous allez voir avec Louane, qui a suivi des séances pendant 3 mois. Reportage Joanne Mavier, Alexandre Delaval, Ilana Azenkot. Depuis son enfance, Louane Bordez souffre d'un trouble invisible au premier coup d'œil, l'hyperhidrose. Une transpiration excessive, très localisée. J'ai les mains qui sont souvent très moites, ça me le fait aussi sur les pieds. Et du coup, c'est assez contraignant quand même dans la vie de tous les jours. Quand, par exemple, je suis avec du monde, c'est un peu malaisant d'avoir les mains moites. On pourrait croire que c'est sale ou quoi, mais du coup, moi, ça me gêne. En France, 1 à 3% de la population serait concernée. En découle un embarras social, mais aussi de réelles contraintes au quotidien. Quand Louane cherche à se chausser pour l'été, pas de place pour l'improvisation. La jeune femme est très vite restreinte dans ses choix car elle doit proscrire les matières trop lisses et synthétiques. Ce genre de semelle, par exemple, je peux pas. Celle-ci non plus. Celle-ci non plus. Par contre, celle-ci, comme c'est du daim ou alors de la croûte de cuir ou quoi, ça absorbe en gros. Donc du coup, je peux les mettre et ça me permet de ne pas glisser. Mais elle s'autorise tout de même certains écarts. Il y a des choses que je supporte pas mais que j'achète quand même, mais c'est pas facile, quoi, c'est compliqué. Ou il faut que je les mette quand je sors pas longtemps, ou si je veux vraiment faire une sortie toute l'après-midi, je suis obligée de mettre des chaussures comme ça, quoi. Pour réduire sa quantité de sueur, Louane a essayé plusieurs traitements vendus en pharmacie, mais ils se sont révélés inefficaces. Alors depuis 3 mois, elle vient ici, au CHU d'Amiens, pour suivre un traitement par ionophorèse. Alors le but, c'est que la personne ait des petits picotements qui soient supportables. Et la demoiselle va me dire, est-ce que ça va au niveau des mains? Oui. Alors madame, comment ça se passe, votre séance? Ça se passe bien. Le principe,
Un faible courant électrique parcourt la peau des mains et des pieds plongés dans l'eau. Le petit courant électrique agit au niveau des glandes sudorales qui sont responsables de la transpiration. Et puis ça va inhiber la sudation et donc soulager le patient. Des séances de 20 minutes que Louane doit répéter régulièrement pour maintenir l'effet antitranspirant. Au début, j'ai vu tout de suite l'amélioration. Ça m'a soulagée. J'avais plus les mains moites, entre guillemets, les pieds aussi. Et à force, en espaçant, des fois, ça revient un petit peu. Et après, en faisant la séance, ça redisparaît. Voilà, vous avez le droit de bouger un petit peu. Moi, de voir, ça démange un peu. Hein. Un traitement au long cours et non invasif, remboursé par l'assurance maladie. On va parler désormais des déodorants. C'est vrai que quand on est au supermarché, on ne sait pas exactement lesquels choisir. Là, par exemple, on a un déodorant, on nous dit 0% alcool avec du zinc. Est-ce que c'est quelque chose d'intéressant? Alors, c'est intéressant parce que 0% d'alcool, ça ne va pas irriter, en fait. C'est ça qu'on recherche. Et puis, en fait, beaucoup de gens se disent, moi, je veux un déodorant, mais sans sel d'alumine, parce qu'on a dit beaucoup de choses. L'aluminium, du coup. Oui, exactement. Il faut mettre des bémols là-dessus. Et donc, le zinc pourrait faire le travail de l'alumine. Or, non, c'est nettement moins efficace que mais sans alcool, c'est déjà un premier bon point. Exactement. Là, on a un déodorant, il y a écrit anti-irritation, peau sensible ou épilée. Alors, quand on a épilé sa peau, il faut avoir un déodorant spécial. On pourrait se poser la question, pourquoi épiler? En fait, il y a dans ce produit un hydratant cutané qui va apaiser, en fait, les irritations, les inflammations. La plus énigmatique, un déodorant qui nous permet 72 heures de contrôle. On peut avoir 72 heures de contrôle pour les odeurs ? Tout simplement, c'est quand on regarde bien ici, il y a des sels d'aluminium. C'est pour ça que lui, il est efficace, beaucoup plus efficace que les autres. 72 heures, il ne faut quand même pas rêver. Mais sel d'aluminium, du coup, est-ce qu'il faut s'en inquiéter ou pas? Eh bien, moi, je ne m'en inquiète pas. Depuis quelques années, il y a eu beaucoup de publications sur l'absence, en fait, de lien entre les sels d'aluminium et les cancers du sein, parce que ça avait été ça la question il y a des années. Même les autorités de santé avaient repris des études en disant que non, il n'y avait pas de preuves. Simplement, c'est le principe de précaution, c'est qu'on va limiter quand même, on va bien limiter le pourcentage de sel d'aluminium à pas plus de 10%. Alors là, on précise que c'est un antitranspirant. Ouais, on avait des déodorants pour les odeurs, et là, c'est un antitranspirant, et donc ce serait le sel d'aluminium qui permettrait d'avoir cette action prolongée. Mais du coup, on a la pierre d'Alain. Alors, la pierre d'Alain, c'était... Ça répond à la question d'un téléspectateur qui aimerait savoir si la pierre d'Alain est efficace. Il est nettement moins efficace. Il va quand même absorber un tout petit peu les ions H+, de H2O, mais non, de façon insuffisante, en fait. Ah, donc, c'est pas très bien la pierre d'Alain comme déodorant? Ça va pas être efficace très longtemps. Et le bicarbonate, il y a pas mal de gens qui mettent ça aussi. Ah oui, bicarbonate dessous, sous les aisselles, absolument. Ah bon? Eh bien, oui, bicarbonate dessous, c'est HCO3-, mais ça va alcaliniser en fait la peau. Et c'est là où on va pouvoir avoir un changement d'écologie bactérienne. Il faut faire attention à cela. Et les éponges? Ah oui, alors les éponges de ionophorèse, vous voulez dire? Ça n'existe pas vraiment en France. Il existe des éponges de ionophorèse, on a montré là pour les mains et les pieds, mais pour les aisselles, ça existe en Grande-Bretagne, mais en France, on n'a pas... S'il fallait retenir quelque chose, quel type de déodorant on achète du coup au supermarché? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, en tant que dermatologue, je prescris des sels d'aluminium pour traiter l'hyperhidrose axillaire, palmaire ou plantaire. Donc ça, c'est pour la transpiration excessive, mais la transpiration du quotidien? Eh bien, la transpiration du quotidien, effectivement, un parfum suffit. Donc on peut mettre du parfum sous les aisselles, tout simplement? On met tous quelque chose parfumé, des sticks déodorants, c'est du parfum. En fait, il n'y a aucun déodorant où il n'y a pas de fragrance de parfum. C'est ça qu'on cherche, en fait. Stéphanie nous dit comment faire disparaître les très fortes odeurs de transpiration des aisselles chez un ado. Alors, une ado d'ailleurs, elle nous précise que c'est une fille. Et en fait, donc, il faut avoir une action sur les bactéries. Et c'est là où il faut faire attention parce qu'on va vendre parfois des choses avec des antibactériens, en grande surface même. Donc, il faut l'utiliser très peu de temps. Sinon, de l'eau et du savon. Et puis, un déodorant, effectivement, qui va avec. J'avais vu qu'il y avait le Botox qui était utilisé aussi contre la transpiration. C'est quoi, les mains, sous les aisselles, comment on l'utilise? Là, on parlait des odeurs, mais dans la sudation excessive, l'hyperhidrose, l'un des traitements les plus efficaces, c'est des injections intradermiques de toxines botuliques, en effet, et avec une action dans plus de 90% des cas. D'accord. Ouais.
Et j'ai une question aussi, vu qu'on peut mettre du parfum ici, est-ce qu'on peut mettre du parfum ici? Ah oui, c'est vrai que c'est... Beaucoup Pour les d'hommes mêmes le font, raisons. en fait. Beaucoup d'hommes le font, simplement, c'est que ça peut irriter. Tout ce qui est... Alors, ça peut être parfumé, être responsable d'allergies de contact, mais aussi, souvent, c'est des choses qui sont alcoolisées, qui peuvent être responsables d'irritation. Elle me le dire avant, merci. Léna nous dit, je transpire sans raison apparente. Pourquoi elle peut rentrer dans le cadre de ce syndrome de l'hyperhidrose. Ouais, ça, donc, comme je le disais, c'est génétiquement programmé. Et donc, elle peut avoir une hyperhidrose sans qu'il y ait d'efforts réalisés toute la journée. Ça, c'est vraiment l'hyperhidrose. Aurélie nous demande si certaines carences ou certains médicaments peuvent influencer la transpiration. Carence, non, mais médicaments, oui. Les médicaments les plus classiques, c'est les inhibiteurs de sérotonine, c'est-à-dire les antidépresseurs. Ça, c'est extrêmement classique. Et puis, ça fait quoi sur la transpiration? Ça génère une hyperhidrose. Et là, il faudra se poser des questions. On peut avoir même des hyperhidroses nocturnes avec ces médicaments-là. Et enfin, les médicaments contre les cancers du sein, les anti-aromatases, alors là, ça, c'est très classique, sont très pourvoyeurs d'hyperhidrose. En 20 secondes, on a Lauriane qui nous dit quelles sont les raisons des sueurs nocturnes à 30 ans. Attention, sueurs nocturnes, c'est différentes transpirations. Alors, hyperhidrose nocturne, eh bien là, il faut un diagnostic, il faut aller rechercher un lymphome, il faut rechercher une pathologie, il faut rechercher une apnée du sommeil, qui est une clause classique d'hyperhidrose. Moi, je dis souvent, il faut un diagnostic pour les hyperhidroses. Donc finalement, la transpiration du quotidien, elle est banale. On prend un déodorant très classique et dès lors que ça sort du cadre, direction de médecin dermatologue. Exactement. Eh bien, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'était vraiment passionnant. Rym, c'est toujours un plaisir. Raphaël, merci pour tous vos conseils. Donnel, on a pris du bon temps, du bon plaisir ensemble, et ce n'est pas fini. Voilà, c'est pas fini. Enfin, c'est fini pour cette émission, vous inquiétez pas, mais on vous parlera de la suite très vite. Je vous souhaite une excellente journée sur France 5 parce que cette émission est déjà terminée. À très vite, salut.